C'est présentement en train d'être enregistré. Je continue. On peut continuer de même pendant peut-être une petite minute, là. Il y a des gens qui se connectent. Parfait. On est rendu une pas pire gang. Ben là, il n'y a plus personne en file d'attente. Fait que je me dis, je pourrais peut-être tranquillement partager l'écran. Puis, Oui, c'est un bon départ. Parfait, je mets juste ça. Juste un petit instant. C'est de mon côté, Gabriel, un petit 30 secondes. Je me fais demander le lien. oups, moi, je j'ai plus accès à l'accept. J'ai plus la capacité d'accepter des gens. Astrid, toi, est-ce que tu as la possibilité d'accepter les nouvelles personnes qui se connectent? Pour l'instant, je vois pas de nouvelles personnes qui se connectent et pour moi, tu es marqué hôte. Génial. Juste voir s'il y a des gens qui se connectent. Oui, il y a des gens qui se connectent. Je vais essayer de host tools. Après ça, tu me dis quand t'es prêt, Gabriel, puis moi je suis. OK, ben écoutez, je vais repartager mon écran. C'est ça, je vais essayer de voir comment je peux accepter simultanément des personnes qui sont dans la file d'attente. Au pire, on fera un petit arrêt de 2 minutes pour passer par-dessus cet enjeu technique. Mais là, on va revenir à la présentation. Super, merci, Gabriel. De rien. Allons-y. Ben là, c'est sûr que les caméras sont fermées, donc je parle à des noms, mais ça me fait vraiment plaisir de vous voir presque ce midi, en cette belle journée de tempête de neige. Malgré vos caméras fermées, je suis convaincu que vous êtes tous très enthousiastes à venir entendre parler de gestion de données par l'Observatoire global de Saint-Laurent. Donc, je me présente, je suis Maxence Saint-Onge, je suis directeur de l'EGSL. Donc, de façon là, interchangeable, je vais parler de l'Observatoire de l'EGSL ou de l'Observatoire global du Saint-Laurent. Je suis très content de vous présenter cette session sur les données ouvertes et leur viabilité à long terme. Je suis accompagné par Gabriel Leblanc, qui est coordonnateur de projet à l'Observatoire, et aussi de quelques membres de l'organisation qui sont à travers les personnes participantes. J'ai reconnu Astrid et Marianta. Bonjour à vous. Euh, donc, on va plonger dans le sujet. Plus précisément, là, on va explorer comment le partage des données favorise leur résilience et leur réutilisation dans le temps. Quels sont les mécanismes et les pratiques qu'on utilise là, à l'Observatoire pour assurer une accessibilité durable. Prochaine diapo, Gabriel. Donc, ça, c'est le menu de la présentation. D'abord, le premier objectif, c'est situer l'observatoire et son rôle là, dans l'écosystème des données ouvertes. Ensuite, on va voir comment la gestion des données a évolué, principalement à travers les principes FAIR et CARE. Là, je vous assure, les acronymes seront tous définis au fil de la présentation. Et comment ces principes-là influencent les transformations des pratiques. On va terminer là, en regardant plus concrètement ce que fait le GSL, puis où est-ce qu'on se positionne en termes de bonnes pratiques, meilleures pratiques, peut-être même standards, et comment faire pour aller plus loin. Donc, prochaine diapo. Donc, qu'est-ce qu'on est? L'Observatoire global du Saint-Laurent, on est un OBNL, donc une organisation à but non lucratif, et on existe depuis 2005. On fête nos 20 ans cette année. On est une organisation indépendante, neutre, qui travaille avec plus d'une soixantaine de partenaires pour améliorer l'accès aux données ouvertes qui concernent le Saint-Laurent. Par les données du Saint-Laurent, oui, comme on peut avoir en tête de façon plus standard les données en lien avec les valeurs océaniques, mais c'est multidisciplinaire, les thématiques et nos partenaires sont très diversifiés. On parle à la fois de d'autres BNL, de ministères, d'équipes de recherche dans les universités, là, juste pour en nommer quelques-uns. Notre rôle, c'est de s'assurer que ces données-là soient non seulement accessibles, mais aussi rehausser le niveau de qualité.
en termes de standardisation pour qu'elle soit utile dans la prise de décision. Donc ça, c'est une des éléments de notre vision qui nous habite. On est impliqué également dans le système intégré d'observation des océans du Canada, le CIOC, un autre acronyme, et on gère la plateforme régionale de ce système-là, et on contribue également à la plateforme nationale. Genre, on va vous en parler un peu plus loin là, précisément de ceci. Notre approche est écosystémique, ça veut dire qu'on ne voit pas juste les données comme des chiffres isolés, on les voit comme des éléments clés pour comprendre et protéger les milieux naturels, puis également pour soutenir les communautés. Donc, ce que présente en ce moment Gabriel, l'écosystème, un autre niveau d'écosystème dans lequel on évolue. On ne travaille pas en vase clos. On est actif dans ces réseaux internationaux. Pardon, d'experts et d'expertes en gestion de données. Ça fait aussi en sorte que plusieurs personnes dans notre équipe qui siègent là, sur des groupes qui se questionnent sur les meilleures pratiques, sur comment s'aligner sur les standards internationaux, les standards normes internationales. Ça nous permet d'être à l'affût et de nous adapter des évolutions technologiques, méthodologiques en matière de gestion de données. Tout ce que vous voyez là, on va approfondir ça également au fil de la présentation, là, mais c'est surtout pour présenter. J'avoue qu'il n'y a pas une carte derrière, mais il y a des partenaires là, qui sont aux États-Unis, en Amérique du Nord, dans l'Union européenne également. Donc, prochaine diapositive. Plus précisément, le GSL, on s'occupe de la gestion, diffusion, archivage et valorisation des données. Toujours en appliquant des normes qui sont reconnues internationalement. Et là, pratique, normes, standards, on va démêler ça un peu plus loin aussi dans la présentation. Alors, d'un côté, on travaille avec les organisations qui produisent des données. Et on travaille également avec les organisations qui utilisent les données. Donc, des fois, ça peut être les mêmes organisations, mais pas tout le temps. Donc, on va développer, par exemple, des outils de visualisation des données qui sont adaptés aux besoins des partenaires. On va aussi faire de l'accompagnement en gestion de données, que ça peut également passer par de la formation. Et on travaille aussi à la création d'outils pour simplifier finalement le processus d'intégration, de validation de larges volumes de données. Donc, ça, c'est assez exponentiel depuis les dernières années. Et donc, dans l'équipe, au-delà de l'équipe de coordination, on a une équipe de scientifiques de données qui travaillent principalement avec les producteurs de données et les développeurs qui vont globalement travailler également aux outils de visualisation des données. Mais ces deux équipes-là travaillent de façon complètement interreliée et il y a du développement qui se fait à l'interne pour faciliter ce processus-là parce que ben, on va le voir un peu plus loin dans l'historique, mais en ce moment, si on n'avait pas des outils internes pour faciliter le processus, ça nous prendrait probablement 4 ou 5 fois la taille de l'équipe pour gérer l'intégration des données qu'on reçoit. Alors, cette équipe, prochaine diapo, Gabriel, c'est une équipe multidisciplinaire. Donc, j'ai parlé de scientifiques des données. On a des biologistes, physiciens, géologues. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Et on est spécialiste en communication, en coordination, puis on a également, en termes d'informaticiens, des programmeurs, des développeurs, des analystes. Cette diversité dans l'équipe, ça nous permet Voilà, d'avoir une c'était ma approche. batterie était en train de s'épuiser. Non, Puis, ça va. Ça vient, elle est en train de se charger. Je vais essayer de Gabriel, voir je comment pense c'est. que tu as l'option de muter des. Merci. Ouais, c'est ça, j'essaye de voir qui jase. J'ai un bon TDAH, fait que si j'entends parler en même temps, je vais perdre rapidement de fil. C'est bon. Euh, Je vais muter quelqu'un, là. Merci, Gabriel. Donc, cette équipe-là, ça nous permet d'avoir une approche qui est intégrée, complète là, pour répondre aux besoins de nos partenaires, peu importe qui ils sont. J'ai envie de parler là, plus précisément du système intégré d'observation des océans du Canada, donc que j'ai mentionné brièvement en entrée de jeu. En ce moment, c'est comme un autre niveau d'observatoire qui est canadien. Il y a 3 organisations régionales, donc l'Ouest au niveau plus du Pacifique, dans l'Est, et nous au niveau du système Saint-Laurent. Ça ne veut pas dire que c'est les seules données qu'on traite. Dans nos catalogues également des données qui proviennent de l'Arctique, mais en ce moment, il n'y a pas d'organisation régionale. Puis par organisation régionale, on parle d'une équipe qui inclut notamment des scientifiques de données et des programmeurs.
Ben, on joue à le GSL surtout de par notre expertise là, qui date de 20 ans maintenant, un, un rôle assez pilier dans ce système-là, où on est également responsable de l'administration de la plateforme nationale du système intégré. Donc, en tout cas, si ça, je vous invite à aller voir de quoi ça a l'air après la présentation. C'est ensuite un peu plus concrètement là, sur comment tout ça s'agence ensemble. Donc, on a ce que je viens de mentionner, donc les producteurs de données, les équipes, et tout ça est regroupé par région vers le portail national. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un service pour les partenaires qui est offert gratuitement là, en termes de gestion de données, d'intégration des données. Donc, c'est l'aspect accessibilité est fondamental. Et ensuite, ben, avec ces données-là, on travaille avec les partenaires pour qu'elles deviennent, que les données et les métadonnées, on va définir métadonnées un petit peu plus loin, que tout ça soit interopérable et accessible pour favoriser leur réutilisation. Et tous les mots que je viens de dire, interopérable, accessible, données, métadonnées, on va approfondir ça également dans les prochaines diapos. Euh, pour compléter un petit peu notre vision, prochaine diapo, Gabriel, j'ai mentionné d'entrée de jeu qu'on avait une vision écosystémique. Qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Outre que la donnée n'est pas seulement un chiffre comme les autres, c'est que en s'assurant d'une bonne gestion de ces données-là, cette gestion-là, c'est pas juste un enjeu secondaire, là, c'est pas juste pour avoir une forme de rigueur, c'est que ça permet après ça que les données servent et qu'elles arrivent entre les mains des bonnes personnes au bon moment pour que ces personnes-là prennent des décisions éclairées. Et on s'entend en 2025, c'est quand on parle de décisions éclairées basées sur les données de la recherche, c'est des décisions politiques. Donc, c'est un élément de la vision là, qui habite l'entièreté de nos décisions et de nos orientations. Ensuite, je parlais c'est un service qui est accessible. Donc, la façon dont on travaille avec les partenaires, c'est que quand on a un groupe de recherche, par exemple, là, qui nous arrive avec des données que le groupe veut rendre accessibles, on travaille là, bref, d'amont vers l'aval. On rencontre les partenaires, on élabore un plan. Le partenaire s'occupe évidemment de la collecte de données. Et après, on les accompagne dans toutes les étapes qui se rendent jusqu'à la diffusion des données. Mais la diffusion des données, ça a l'air d'être la dernière étape sur la colline. Mais non, il y en a d'autres après. Il y a la valorisation des données et la promotion de ces données-là. Ensuite, ça, c'était le portrait global de l'Observatoire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui, quelles sont les grandes questions, enjeux auxquels on vient répondre? Donc, comment est-ce que la publication de ces données-là vont favoriser la résilience? Ça, c'est ce qu'on souhaite, ce qu'on promeut, mais comment est-ce qu'on le fait réellement, puis comment on mesure cet impact-là? Et on s'assure finalement de leur réutilisation sur du long terme. Et quand on parle de bonnes, meilleures pratiques, de normes, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Puis c'est quoi l'impact de l'utilisation de ces pratiques-là sur la réutilisation des données? Donc, on va approfondir tout ça. Donc, l'évolution des pratiques, je pense que vous connaissez tous et toutes des chercheurs ou des chercheuses là, qui ont des données sur des disquettes 8 pouces ou qui ont des données sur des disques durs externes poussiéreux, au mieux dans une bibliothèque ou peut-être même dans un tiroir. Bon, ces données-là, elles ont coûté une fortune à aller chercher en termes d'équipes de recherche, des fois de navires de recherche, mais après ça, elles servent plus ou peu. Bon, depuis plusieurs décennies, on a vu une multiplication des plateformes parce que c'est l'étape suivante après le stockage sur des supports physiques, c'est de les mettre accessibles en ligne. Mais il y a, comme je l'ai mentionné, une multitude de plateformes. Elles peuvent être associées à des espaces géographiques, elles peuvent être associées à des thématiques scientifiques. Et c'est difficile des fois de mesurer, bon, ben, est-ce que telle plateforme est la bonne pour notre équipe de recherche? Et parfois, ben, les plateformes sont seulement une espèce de bassin qui recueille les données et ça s'arrête là. Donc, la façon dont on va naviguer dans la plateforme pour trouver l'information qu'on cherche, ça
ça varie d'une plateforme à l'autre. Et une fois qu'on a trouvé les données qu'on cherchait, bon, ben, la qualité de ces données, là, je parle pas de la qualité des données, mais la qualité de la présentation des données peut varier d'une plateforme à l'autre, qui peut rendre difficile sa réutilisation par la suite. Et quand on parle d'interopérabilité, c'est est-ce que ces plateformes-là peuvent être utilisées par d'autres plateformes internationales? Donc, est-ce qu'il y a des plateformes là, qui peuvent être gérées par des grands consortiums, par exemple, dans l'Union européenne? Est-ce qu'elles peuvent aller chercher les données et les rendre publiques sur leur plateforme? Donc, c'est tous des indicateurs là, qui peuvent amener des pistes de réflexion dans le choix de où est-ce qu'on va déposer nos données après. Et c'est souvent rendu, en fait, presque toujours maintenant un prérequis dans la publication d'articles scientifiques où les données doivent être accessibles au moment de la publication. Donc, est-ce que la plateforme qu'on souhaite utiliser permet ce genre d'option-là? Donc, par exemple, de créer un DOI spécifiquement pour un jeu de données. Bon, plot twist, oui, c'est possible à l'EGSL, mais c'est des questions plus générales que vous devez vous poser là, quand c'est le temps de faire la diffusion des données. Donc, plusieurs étapes derrière toutes ces considérations-là. Donc, ça, c'est ultimement dans le choix de la plateforme, mais tout ce qui vient avant, c'est là où on veut s'assurer également que l'équipe derrière la plateforme a une bonne expertise en termes d'intégration puis de gestion de données, qui considère l'ensemble de l'évolution des normes, des standards et des pratiques en gestion de données. Donc, interopérabilité, la façon dont les différentes plateformes peuvent communiquer entre elles et réutiliser les métadonnées ou les données. C'est basé sur quoi, ces pratiques-là? Donc, c'est basé sur les principes FAIR. Donc, en français, on va dire que les données sont faciles à trouver, donc l'aspect découvrable. Elles sont accessibles, donc est-ce qu'elles sont gratuites ou il faut se payer un abonnement? Elles sont interopérables, donc faciles à diffuser d'une plateforme à l'autre, et réutilisables. Donc, c'est les axes directeurs finalement là, qui dirigent chacun des processus qu'on va utiliser pour se rendre à diffuser un jeu de données sur une plateforme. Il y a d'autres principes qui s'ajoutent aux principes FAIR. Les principes CARE, d'où est-ce que ça vient? Ça a l'air comme super complet, les principes FAIR, en termes de réflexion derrière la gestion et l'utilisation des données, mais c'est axé uniquement sur la donnée en tant que telle, comme si la donnée était quelque chose de neutre. Euh, alors, je vous apprends, les données ne sont pas neutres. En fait, il n'y a pas grand-chose de neutre dans le milieu scientifique. Le choix d'aller chercher ces données-là, la façon dont on les présente et de la façon dont elles seront réutilisées sont toujours impactés par une multitude de facteurs. Donc, on va plutôt pencher du côté de la rigueur et non pas vers une apparence de neutralité parce que ça n'existe pas vraiment. Et bien, les premiers à soulever les drapeaux rouges de ce chapeau de neutralité-là dont les gestionnaires de données auraient pu se revêtir, c'est les communautés autochtones qui ont dit, ben, attendez un petit peu, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et là, il y a eu il y a eu des groupes de réflexion sur quel autre principe ajouter où on tient plus juste compte de la donnée en tant que telle, mais également de son impact. Donc, arrivent les principes CARE qui amènent les éléments principalement qui ont amené beaucoup de considérations éthiques, mais initialement, c'est en lien avec la souveraineté des données autochtones, en tenant compte des droits et des contextes de ces communautés-là. Donc, CARE signifie collectivement bénéfique. Euh, donc, éviter de nuire, les droits légaux, les intérêts des peuples autochtones, la responsabilité des gens qui travaillent avec les données qui sont issues des communautés et l'aspect éthique. Donc, c'est d'autres principes qui se sont ajoutés. Parfait, merci Gabriel. Tu peux passer à la prochaine diapo. Donc, on a parlé, excusez, je vais juste, OK. On a parlé de pratique. Qu'est-ce qu'une pratique? Qu'est-ce qu'une bonne pratique? Meilleure, les meilleures, puis comment ça évolue. C'est, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est une forme de méthodologie qui peut être répétée et qui va évoluer et pour nous amener des résultats qui sont de plus en plus supérieurs. Mais bon, c'est comme globalement l'espèce de théorie en fait, qui nous rappelle que c'est un processus qui évolue dans le temps et aussi en fonction des besoins, que ce soit des communautés de recherche, de productrices de données ou utilisatrices des données. Donc, prochaine diapositive. Comment est-ce que ça devient les meilleures pratiques? C'est au début, on vient,
l'apparition d'une pratique qui est émergente, qui généralement vient répondre à un besoin qui n'était pas là initialement. Tranquillement, les personnes qui sont les spécialistes des données, que ce soit en termes de gestion des scientifiques de données ou en termes d'intégration, vont reconnaître que cette pratique-là est supérieure à d'autres. Elle va être de plus en plus utilisée et documentée en termes de cette utilisation-là. On va donc commencer à identifier cette pratique comme étant une bonne pratique jusqu'à ce qu'elle soit adoptée par une majorité de personnes intervenantes. Là, on va établir que c'est une meilleure, better, c'est difficilement traductible, une meilleure pratique, pour finalement, lorsqu'il y a une espèce de consensus sur l'utilisation et que l'utilisation de cette pratique-là, elle est documentée, et là, on va tomber dans une norme établie. Et donc, on tend toujours vers une maturation des pratiques. Puis, ben, des fois, c'était une pratique émergente, mais qui est trop spécifique à une situation, elle ne sera pas adoptée par la majorité, donc elle va juste rester comme étant ben, peut-être une pratique reconnue, mais qui ne va pas se rendre jusqu'à un standard. Et le GSL, où est-ce qu'on se place dans ce processus-là? Donc, Gabriel, prochaine diapo. Entre les bonnes meilleures, les plus meilleures et la standardisation. Donc, on va vous amener dans notre processus. Mais un petit rappel que tout ça c'est important d'avoir une équipe qui travaille là-dessus pour être toujours à l'affût de ces améliorations-là, des changements et de ce qui se passe là, au niveau international pour toujours préserver cette considération d'interopérabilité-là qui permet la plus grande diffusion possible des données. Donc, prochaine diapo, Gabriel. Ça, c'est des exemples tirés du catalogue de l'EGSL. Donc, c'est le genre de présentation que vous avez quand vous cherchez soit des mots-clés ou soit un jeu de données en particulier. On a aussi des outils de visualisation là, qui permettent de chercher plutôt par espace géographique. C'est vraiment la pierre angulaire de tous les principes qu'on utilise, que je vous ai présentés depuis le début. Et quand je vous parlais du processus qu'on fait en termes d'accompagnement avec les équipes de recherche, au tout début, quand on a un plan de travail, c'est qu'on va commencer avec tout ce qui est métadonnées. Donc, c'est que les métadonnées, c'est l'information sur les jeux de données. Et c'est là où je vous dirais que le niveau de standard est le plus élevé. C'est celui là qui change pas et qui pour nous est assez pas rigide, mais une forme d'encadrement serré parce que c'est là au niveau des jeux de données, de l'accessibilité, c'est tel que tel, ça varie d'une discipline à l'autre, mais la métadonnée, en se basant sur les standards, c'est ça qui va permettre de se retrouver sur différentes plateformes. Donc vraiment, l'information sur les données, c'est la pierre angulaire. Donc, prochaine diapo, Gabriel. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par données sur les jeux de données? Hein? Donc, on va avoir le titre jeu de données, une description, c'est qui, à qui appartient l'autorité de ce jeu de données-là. Donc, nous, on va intégrer également dans le catalogue les liens directs vers soit les jeux de données en tant que tels ou de l'information sur les jeux de données. Ça peut être des rapports, des rapports de mission, des rapports de recherche. Et toujours le plus facilement accessible possible. Donc, on télécharger dans des formats que tout le monde peut ouvrir sur son ordinateur facilement. Et également, ben, je vous l'ai dit, le GSL est en mesure de produire des DOI, donc des liens directs vers les jeux de données. Oui, c'était bon, Gabriel. Et on va ajouter donc d'autres informations sur les jeux de données. Ça peut être des mots-clés sur le contenu du jeu de données. Ça peut être également de l'information sur la localisation ou la superficie géographique là, qui est couverte. Donc, des genres d'exemples qui peuvent être ajoutés à ces métadonnées-là. Merci. Je vous parlais d'interopérabilité. Ces métadonnées-là qui sont très normées font en sorte que les métadonnées peuvent être, je vais utiliser le terme moissonné, là, mais dans le fond, que d'autres plateformes puissent aller chercher ces informations-là. Donc, ici, on a l'exemple où on a un jeu de données sur le GSL, sur qui provient d'un comité ZIP dans le secteur de la baie aux Mille Vaches, qu'on va retrouver également sur le système intégré d'Observatoire des océans du Canada, qu'on va retrouver également sur GBIF, qui est Global Biodiversity Information Facility, ou OBIS, qui est Ocean
excusez, mon accent d'anglais est terrible, Ocean Biodiversity Information System, qui sont des plateformes internationales. Donc, le jeu de données du comité ZIP se retrouve sur des plateformes internationales de biodiversité océanique. Et comment est-ce que ça se retrouve là? Mais c'est grâce à la norme. Donc, tantôt, on parlait de maturation des bonnes pratiques. Je ne savais pas. Merci, Nadia, pour l'information. C'est parce qu'on se base sur la norme ISO 1915 des métadonnées. Vous pourrez aller voir, je parle au pluriel, ces nombreux documents au niveau de la standardisation parce que il y avait le document initial, je me souviens plus quelle année, qui date dans les années 2010, mais il y a souvent des addendas je ne sais pas si mon latin est bien prononcé, mais qui s'ajoutent au document initial parce que ça évolue. Et ben, toutes ces plateformes-là se basent sur cette norme-là pour pouvoir communiquer entre elles et rediffuser l'information. Bon, quand on regarde ça, ça semble assez aride. Moi, je suis la personne qui se connaît le moins en gestion de données dans toute l'équipe. Et moi, je ressentirais un très grand découragement à utiliser ce genre de structure-là. Mais je vous parlais que le GSL, il y a du développement d'outils pour faciliter le processus d'intégration. Donc, comment est-ce que ceci est transformé en quelque chose d'accessible pour nos partenaires? Il y a un formulaire d'outils de saisie de métadonnées. Donc, où les équipes de recherche vont répondre à des questions dans ce formulaire-là qui est assez bien structuré, où on les prend par la main dans chacune des étapes. Et ce qui va faire en sorte qu'au final, on va répondre aux normes, mais que le poids qui est sur les épaules, ou en tout cas la tâche qui est entre les mains des équipes de recherche s'en retrouve grandement allégée. Et on a une équipe de scientifiques de données aussi, après ça, qui va aller revoir avec les équipes de recherche. Est-ce que cette information-là, c'est vraiment ça que tu voulais dire? Est-ce que ça, c'est une erreur? C'est vraiment le mot-clé parce que je ne retrouve pas cette information-là dans le jeu de données. Donc, ces scientifiques-là dans nos équipes là, permet vraiment là, d'augmenter le niveau de référencement dans les différentes plateformes grâce aux communications avec les équipes de recherche. Bon, ça, premier outil où on facilite ce processus-là. Qui nous amène les équipes de recherche à avoir des jeux de données qui répondent à des normes internationales. Un autre outil, prochaine diapositive, Gabriel, c'est des outils de visualisation. Donc ici, on a un exemple, c'est une carte pour le programme sur les données environnementales côtières de référence, là, qui est un programme fédéral qui vient du MPO où, grâce à cette standardisation des métadonnées, après ça, on peut aller voir dans la carte, puis identifier des endroits où il y a des jeux de données. Et en cliquant sur chacun des points, apparaît l'information des métadonnées. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le titre? Ça vient de qui? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces jeux de données-là? Et après ça, on peut trouver des liens qui vont directement vers le catalogue. Donc, non seulement nous, on projette ces données-là vers d'autres plateformes. En fait, c'est pas nous qui le faisons, mais les autres plateformes viennent se servir dans notre catalogue. Mais les autres plateformes qui utilisent les mêmes standards internationaux, on peut aller les chercher puis les ajouter au catalogue. Donc, on va avoir la métadonnée parce qu'elle correspond aux mêmes critères, la même présentation, et on va avoir le lien vers le bon catalogue pour le rediriger. Donc, c'est des exemples d'autres portails avec lesquels on travaille qui viennent bonifier finalement le catalogue de jeux de données. Et là, c'est un exemple qui est principalement axé à un programme en particulier là, du fédéral. Donc, prochaine diapositive. Dans un autre exemple d'outils de visualisation, il y en a plusieurs là, sur notre site. Celui-là, c'est sur des éléments de biodiversité dans le système Saint-Laurent, mais je passerai déjà à l'autre, Gabriel. Donc, on vous a parlé tantôt d'un autre système, une autre plateforme d'observation. D'observation des données, donc le Ocean Biodiversity Information System, qui est, si je me souviens bien, européen. Je me souviens plus du pays d'origine, Gabriel, je ne sais pas si. Oui, c'est européen. Puis actuellement, c'est ça, ça a la reconnaissance de l'UNESCO aussi. Donc, tu sais, c'est un peu, disons, pan-national, là, fait que c'est difficile à définir. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un des outils de visualisation de ce catalogue-là, où on voit les jeux de données qui viennent du catalogue de l'EGSL. Donc, prochaine diapo. Alors,
à gauche, excusez, à ma gauche, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous également, on voit que dans ce secteur-là, sur la plateforme Obis, il y a plusieurs jeux de données associés à la biodiversité. Et si on sélectionne, si on ajoute un filtre, on peut aller voir là, ceux qui proviennent directement de la plateforme de l'EGSL. Donc, ça vient bonifier la couverture d'informations et d'accès à des données scientifiques en combinant finalement différentes plateformes. Et ben, le fait qu'on adhère à ces standards internationaux-là fait qu'on se retrouve sur ce genre de plateformes-là qui sont grandement utiles pour les équipes de recherche. Ça a plusieurs utilités, autant pour les équipes qui les utilisent, mais aussi pour oui, c'est là que j'étais rendu, Gabriel, merci, tu lis dans mes pensées. Mais également pour les organismes qui sont producteurs de ces données-là. Donc, on parlait tantôt du jeu de données de la baie des Mille Vaches qui vient du comité ZIP. Ben, via sa diffusion sur différentes plateformes, ce jeu de données-là, maintenant, ben, 21, ça c'était en date de 2023, je pense. Là, ça a probablement augmenté depuis, mais 21 citations de ce jeu de données-là dans différentes publications scientifiques. Donc, on voit l'intérêt là, qui vient d'augmenter dans réfléchir à ces bonnes pratiques, utiliser les bonnes plateformes, se faire accompagner, tendre vers les standards, ben, ça a ce genre de résultats-là plus concrets au niveau de la recherche. Ensuite, ben, l'élément biodiversité est assez intéressant. Donc, je vous ai parlé des standards pour les métadonnées qui permettent une propagation sur les différentes plateformes. Et pourquoi qu'on a choisi spécifiquement cet exemple-là dans la présentation, c'est que en termes de biodiversité, c'est là où il existe des standards internationaux là, qui sont comme largement utilisés par la communauté de recherche qui permettent de plus facilement finalement cette diffusion-là sur d'autres plateformes. Et là, c'est nous, ce qu'on utilise, en fait, nous et ce qui est l'adhésion internationale en termes des données de biodiversité, c'est le Darwin Core. Donc, comment est-ce qu'on fait que des données qui ont été prises peut-être il y a 10, 15 ans soient encore facilement utilisables aujourd'hui et qu'on souhaite que les données d'aujourd'hui soient encore utilisables dans 100 ans? Donc, encore là, on réfléchit à des standards, puis dès qu'on adhère à des normes, à des bonnes pratiques et peut-être même des standards quand on y a accès, ça permet de faire durer l'utilisation des jeux de données dans le temps. Fait que, comment est-ce qu'on fait ça? Ça, c'est un exemple, oui, c'est exactement là où j'étais rendu, un exemple de jeu de données qu'on peut recevoir. Donc, les scientifiques de données reçoivent ces fichiers-là. Et là, on se doute que l'information est soit complète, incomplète, peut-être aride, pas parfaitement claire, et il y a des trous, des informations manquantes, en fait, de nombreuses informations manquantes. Donc, c'est pas juste de poser les bonnes questions. Il y a beaucoup de travail à faire pour les rendre, rendre ces jeux de données-là les plus améliorés possibles et les plus réutilisables possibles. Donc, ça, c'est un exemple d'un jeu de données qui arrive. On se doute que c'est pas tout à fait propice au partage parce que même si vous recevez ce jeu de données-là, si c'est pas vous qui avez fait la campagne d'échantillonnage, il est peu utilisable. Donc, comment est-ce que ce jeu de données-là va évoluer dans le temps, Gabriel? C'est le genre d'évolution que l'équipe va faire en collaboration avec les projets de recherche. Là, soudainement, bon, il n'y a plus de trous. Les dates vont être complétées, les noms scientifiques vont être uniformisés. Donc, tu peux passer à la prochaine étape. Chacune justement de ces éléments-là vont oui, je vous l'ai dit, moi, je suis la personne qui s'y connaît moins bien en gestion de données. Mais bon, chacun des éléments, finalement, va être standardisé et uniformisé au sein même du jeu de données, mais également selon les standards internationaux. Parce que si tu Et veux, oui, Maxence, vas-y, Gabriel. je peux même en parler un petit peu, là, Mhm. parce que moi, j'y touche un peu plus aux données, là. Mais tu sais, si on remonte à cette diapositive-là, qui sont les données brutes, dans le fond, qu'on reçoit souvent à l'OGSL, ben, tu sais, des questions qu'un gestionnaire de données va se poser, là, un gestionnaire de données comme nous, c'est, tu sais, par exemple, ce qu'on peut remarquer, par exemple, ici, c'est que la date, on n'a pas l'année de disponible. Donc, le chercheur lui-même, celui qui a produit la donnée, se rappelle très bien que c'était, par exemple, en 2018. Mais une personne dans le futur qui utilisera ces données-là, ben, n'aurait pas le référent temporel, ce qui rendrait la donnée caduque. De la même façon, c'est pas clair de quelle espèce il s'agit. Tu sais, il n'est pas écrit. On arrive à voir dans les notes qu'il s'agit d'un phoque, mais lequel précisément?
Ensuite, on a des locations, mais tu sais, qu'est-ce qui nous dit que Wired Inlet, ça n'existe pas à plusieurs endroits dans le monde, par exemple? Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment des coordonnées géographiques précises. Donc, c'est ça, il y a un ensemble de variables qu'il faut bien décrire pour s'assurer que la donnée puisse rester pérenne à travers le temps. Puis ça, c'est une grosse partie du travail de l'OGSL. Mais bref, c'était juste pour dire ça, là. Mais vas-y, Maxence, je te redonne la parole. Merci beaucoup. Ben, en fait, ça répond, ça complète bien. Puis ben, c'est un schéma qui résume finalement là, la motivation derrière ce travail-là où ben, si on prend le premier jeu de données initialement, ben, il ne sert plus à grand-chose quand c'est mis entre les mains d'autres personnes qui ne sont pas impliquées dans le processus d'échantillonnage. Alors que quand que les données sont standardisées, ben, c'est ouvert après ça, d'autres équipes de recherche peuvent les réutiliser. Et ben, il y a un aspect évidemment économique à ne pas laisser ces données-là traîner dans des disques durs externes, dans un tiroir et peut-être recouvert de poussière. Au niveau des outils qu'on va utiliser à l'interne, donc je vous ai parlé de l'aspect exponentiel des nouveaux jeux de données qui arrivent à l'EGSL. Donc, un des outils qui a été développé à l'EGSL, c'est le grand validateur là, qui permet par exemple, c'est un outil qui va aller questionner les jeux de données pour identifier plus facilement les erreurs récurrentes, là, par exemple la date qui est incomplète, les données manquantes, va faire des suggestions là, en termes de correction si les non-scientifiques sont pas respectés d'une cellule à l'autre, va les mettre en évidence si il semble peut-être y avoir des erreurs. Donc, c'est la première image là, où est-ce qu'on aurait peut-être une observation de beluga en Abitibi. On peut se douter que c'est une erreur. Donc, c'est une première analyse des jeux de données qui va venir mettre en évidence les erreurs potentielles automatiquement, ce qui sauve énormément de temps à nos équipes avant que, évidemment, il y a plusieurs ultimes fois où ils sont révisés par des personnes, des individus là, qui sont derrière les écrans, mais c'est le genre d'outils qu'on développe et qu'on souhaiterait rendre accessible à la communauté là, éventuellement sous peu. Donc, fait que les facteurs je pense que ça pourrait quasiment être une question d'examen après la présentation. Qu'est-ce qui peut compromettre l'accès à des données de qualité? Ben, je pense que vous le voyez dans vos milieux à tous et chacun, là, au niveau, ben, il peut y avoir dans les équipes de recherche, les auxiliaires de recherche qui partent, les étudiants et les étudiantes qui deviennent super experts, mais quittent l'équipe de recherche après. Donc, puis les décalages temporels, hein, où on arrive avec un jeu de données qui a été pris par un collègue il y a quelques années, puis on n'a aucune idée finalement c'était quelle année exactement, c'était où déjà, c'était quoi la calibration de la sonde CTD sur la rosette en telle année, puis la personne qui a fait la calibration n'est plus là. La fin du financement où là, justement, il y a l'accumulation de données qui ne sera pas traitée ni valorisée, le manque de temps, l'évolution des normes de gestion de données. Moi, à l'époque de ma maîtrise, on utilisait des logiciels que plus personne n'utilise maintenant. Puis comment aussi même les données qui ont été rendues accessibles sur différentes plateformes, ben, qui sont maintenant des plateformes fermes, sont plus accessibles. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, c'est tous des facteurs qui sont limitants et auxquels on tente de- auxquels on fait face, puis qu'on tente de développer les meilleures pratiques possibles là, à l'EGSL. Donc, en conclusion, je vous ai présenté, dans le fond, c'est une lunette sur le travail au quotidien qu'on fait à l'Observatoire. Qu'est-ce qui encadre notre travail? Comment est-ce qu'on s'adapte à l'incroyable monde changeant de la gestion des données? Puis qu'est-ce qui nous motive aussi à faire notre travail où on veut répondre à cette mission-là que les données qu'on reçoit, on accompagne les partenaires pour qu'elles soient utiles et qu'elle ait un impact finalement sociétal significatif. Là, je pense que c'est quand même quelque chose qui habite l'entièreté des membres de l'équipe et toujours dans le but de faire mieux, de s'adapter, de faire face aux changements, puis de pas avoir peur d'adopter ces nouvelles pratiques-là et comment dire, d'utiliser également les pratiques qu'on utilise, qu'on considère comme étant les meilleures pratiques face à des données qui sont émergentes.
parce que quand j'entends données émergentes, un exemple là, qui est assez concret pour tout le monde, les bases de données sur le macroplastique. Bon, ben, c'est quelque chose dont on parlait, bon, il y a 20 ans, mais c'est pour lesquels on n'avait pas tant de données. Maintenant, on en a et je vous assure qu'il n'y a pas encore de standards internationaux sur comment bien présenter les données de macroplastique. Je ne parle pas de microplastique ici, mais grâce à notre expérience en termes de bonnes pratiques et de standardisation, ben, ça nous permet d'accompagner ces équipes-là pour avoir ce qu'on souhaite, avoir des jeux de données qui seront le plus pérennes dans le temps et peut-être même de devenir des piliers en termes d'adoption de meilleures pratiques. Fait que ouf! Une quarantaine de minutes plus tard, je pense que ça fait le tour de notre côté. J'espère que vous avez apprécié, mais on a un petit peu de temps pour les questions. S'il y en a parmi vous qui en ont, je vais peut-être remettre devant moi les noms, à défaut d'avoir les visages de tout le monde. Et puis merci de votre écoute. Je vous- Dit, le chat est vide, ben vide. Ouais. Mais Donc, ça, oui, n'hésitez vas-y, vraiment Gabriel. pas, hein. Si vous avez des questions sur les liens entre la gestion de données, la préservation des écosystèmes, sur des techniques très particulières de comment organiser telle colonne, on est. Eh ben, je vois d'abord, Sonia, tu as une question? Oui, bonjour, c'était super intéressant, merci beaucoup. Je me demandais un petit peu, donc, parce que là, je vois que vous êtes quand même bien rodé sur justement les précautions à prendre pour vous assurer que les données seront utilisables sur le long terme. Mais est-ce que ça vous arrive? Peut-être que vous l'avez dit que j'ai manqué, mais si je comprends bien là, il s'agit des données que vous recueillez vous-même? Non. Non? OK. OK, je n'étais pas certaine. Donc, Mais c'est vous une bonne faites... question, Sonia. C'est OK. vrai que c'est évident pour nous, mais OK. j'avoue que c'est donc les équipes de recherche nous arrivent avec leurs jeux de données de leur propre activité de recherche, mais nous, on n'en fait pas en tant que tel d'activité de recherche. Ah, OK. C'est ça. OK, c'est ce que je me demandais parce que je me disais, ah, si c'est vos données, que vous êtes très comme organisé, tout ça, c'est super. Mais souvent aussi, le défi, c'est quand justement on veut utiliser les données d'une autre personne, enfin d'une autre équipe. Et puis bon, OK, c'est bon. Merci. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça l'intérêt aussi d'appliquer certaines normes, là, c'est de rendre, de créer une seule façon de comprendre les données, peu importe leur provenance, de façon à ce qu'elles puissent être utilisées par d'autres personnes ou d'autres ordinateurs, disons. C'est vraiment ça l'intérêt. Je vois Émilie Fortin aussi, la main levée. Oui, bonjour. Très contente que vous soyez dans la semaine des données à cœur. Je trouvais ça le fun de voir que vous étiez là. Toujours intéressant de vous entendre sur l'OGSL. Euh, Puis encore là, je vais faire comme Sonia. Si je l'ai manqué, désolé, il a fallu que je fasse quelque chose en même temps. Mais au sujet des données autochtones, si jamais vous avez justement une équipe de recherche qui vous soumet un jeu de données qui a, qui a probablement été pris sur un territoire en lien avec une communauté, est-ce que vous faites des démarches pour vous assurer que vous avez le droit de les publier ou vous allez de l'avant? Donc, il y a une espèce pas de nuance, là, mais d'espace entre les deux, entre recevoir les données puis voir, par exemple, que ça vient de communautés autochtones, mais qu'il n'y a, par exemple, aucune nomination de collaboration ou de partenariat autochtone. Ben, ça fait partie des mandats de l'équipe de scientifiques de données d'aller questionner d'abord le producteur de données. Peut-être que c'est un oubli. Peut-être que dans la force de l'habitude, il n'a pas pensé à le faire. Donc, on va travailler en accompagnement avec l'équipe de recherche initiale pour aller chercher les éléments manquants ou peut-être les orienter vers des bonnes pratiques. À ma connaissance, Gabriel, c'est pas arrivé encore où on a dû comme trancher sur est-ce qu'on va publier ou pas des données. Et il y a l'aspect sensibilité des données. Là, il n'y a rien qui nous limite, le GSL, à publier des données dans d'autres secteurs de recherche, là, en sciences humaines ou en santé. Mais jusqu'à présent, on n'en a pas ou de façon anecdotique. Mais c'est sûr que si on parlerait, par exemple, de données de santé des communautés, que ce serait associé à des communautés autochtones et qu'on n'en aurait pas dans la liste d'auteurs des propriétaires des jeux de données, là, ça soulèverait des drapeaux rouges significatifs. Mais Gabriel, là, tu peux me reprendre, mais je pense pas que la situation est arrivée jusqu'à présent, mais on est évidemment à l'affût de ce genre de situation-là. Oui, exact. C'est ça. La situation ne s'est pas présentée telle quelle, mais effectivement, là, ça fait plusieurs années là, tu
sais, qu'on se renseigne beaucoup, puis qu'on est en communication avec ces communautés-là. Donc, il y a une sensibilité, là, au moins, au sein de l'équipe. Puis, on comprend très bien que des données qui ont été prélevées à même les communautés et pour lesquelles les communautés n'ont pas donné l'accord au partage, ben, c'est en soi un facteur automatiquement qui va nous empêcher de diffuser la donnée, là, tu sais, du moment où on le sait, là. Après, c'est ça, c'est de réfléchir à comment s'assurer de le savoir, effectivement. Mais on est informé aussi, tu sais, par exemple, il y a un conseil lié à une université qui est en train de se former dans le Nunangat, là, qui est tout le Grand Nord canadien, le territoire inuit, où il veut y avoir, organisé par ces communautés-là, un contrôle sur qui sont les chercheurs et les chercheuses qui rentrent sur le territoire, qui est-ce qui en sort. Donc, tu sais, c'est contacter ces organisations-là pour voir comment nous, on peut contribuer à leur autodétermination. Par exemple, c'est le genre d'initiative qu'une personne qui a ma fonction au sein de l'OGSL va faire, par exemple. Donc, on s'assure d'être super informé par rapport à ça, puis on peut considérer les communautés autochtones, en tout cas, on peut se considérer alliés, du moins, de leurs aspirations, je pense. Merci. Il y avait Jérôme Laroche qui avait la main levée. Oui, bonjour. Merci Maxence et Gabriel. Là, c'est super intéressant. Je ne connaissais pas l'OGSL. Peut-être que j'en avais entendu parler un peu dans le passé, mais là, comme on est en train, nous aussi, de travailler sur des dépôts de données là, à l'Université Laval, là, c'est vraiment, c'est carrément dans nos cordes, là. Je me demandais, est-ce que vous, à l'OGSL, vous avez des données génomiques ou protéomiques ou d'ADN environnemental ou des trucs comme ça? Est-ce que tu veux que je réponde, Maxence? Tu peux commencer, puis je compléterai au besoin. OK, ouais. Non, au niveau de, tu sais, des génomes puis tout ça, plus ou moins, on a relayé des bases de données via le programme sur les données environnementales côtières de référence. Après, au niveau des données de l'ADN environnemental, il y en a, mais c'est souvent sous forme d'inventaire de biodiversité. Donc, tu sais, c'est pas très spécifiquement dit que c'est par la méthode de l'ADN environnemental que ça a été fait. Mais tu sais, actuellement, la manière dont on va gérer les données d'occurrence découvertes par la méthode d'ADN environnemental, c'est qu'il y a tout le temps une variable qu'on ajoute dans nos tableaux de données où est-ce qu'on décrit la méthode, justement. De sorte que quelqu'un qui télécharge une base de données d'occurrence qui a été poussée par la méthode de l'ADN environnemental, ben, sache que c'est la méthode qui a été utilisée au moins et puisse ben, faire ce qu'il veut avec rendu là. Mais oui, on le considère l'ADN environnemental comme une donnée émergente parce qu'on comprend qu'elle doit être rendue, disons, dans un tableau, d'une façon peut-être différente qu'un inventaire terrain où est-ce qu'un biologiste a noté telle espèce ou telle espèce, tu sais, de visu. Mais oui, Dans, c'est dans nos dans le fond, préoccupations. OK, dans le fond, vous listez les espèces qui peuvent être contenues, mettons, dans un site donné parce que vous avez quand même un aspect biodiversité qui est très important, là. Et vous n'avez pas les données brutes, mettons, génomiques, qui ont permis d'identifier les espèces. Euh, non, mais on est OK, en contact avec un chercheur plus particulièrement, mettons, avec les algues, qui lui fait ça. Donc, OK. nous, on diffuse sa base de données parce que lui est taxonomiste. Puis il met à jour cette base de données-là fréquemment là, parce qu'on sait que chez les algues, par exemple, tu peux avoir un tas d'algues rouges, puis là-dedans, il y a 18 espèces tu sais, puis tu peux pas vraiment savoir. Fait que lui, son travail, c'est ça, c'est de démêler, décortiquer, faire des analyses génomiques, mais c'est souvent sur des OK. bases de données très spécifiques euh, Mhm. au génome, puis nous, on va partager le rendu, disons, peut-être plus. OK. Si je peux ajouter, Jérôme, Ouais. les défis auxquels font face les chercheurs génomiques en termes de stockage des données, les défis également, même en lien avec les institutions là, de recherche, donc à l'Université Laval, ben, vos collègues dans les autres universités font face aux mêmes défis et on a on a débuté des conversations avec des chercheurs et chercheuses de l'UQAR, principalement de l'ISMER, là, qui souhaiteraient utiliser une plateforme comme le GSL pour pouvoir faire la diffusion de données. Fait que je pense qu'il y a une espèce de momentum en ce moment où il y a une espèce de limite qui est atteinte pour les personnes en recherche en génomique sur la capacité de stocker puis de diffuser l'information, puis qui cherchent des avenues alternatives pour le faire. Fait que je pense que ça pourrait faire l'occasion d'une conversation en one-on-one Ouais, ben, c'est avec ça. les membres de l'équipe qui pourraient vous OK. accompagner Parce là-dedans. que C'est parce qu'à l'Université Laval, on est en train de monter une plateforme justement qui s'appelle Genovalia, qui a pour but, dans le fond, de stocker principalement de l'information sur les données génomiques pour les espèces non humaines, pour tout ce qui touche les espèces sauf l'être humain.
En fait, on essaye de se connecter là, avec Borealis puis le DFDR, là. Mais tu sais, dans le fond, c'est que vous touchez principalement tout ce qui est dans le Saint-Laurent ou autour, là, dans le fond, là. Fait que c'est sûr que tu sais, on pourrait se parler pour éventuellement voir à collaborer ou à échanger de l'information là, parce que nous, dans le fond, c'est pour toutes, là, que ce soit en agroalimentaire, en foresterie, en environnement, milieu marin, milieu d'eau douce aussi, hein. Mais on peut s'imaginer que si dans cette plateforme-là, les standards ISO qu'on utilise en termes de métadonnées sont utilisés sur votre plateforme, ben, on pourrait aller moissonner après ça dans votre Oui, plateforme pour les diffuser pour ce qui est en lien avec le Saint-Laurent. exactement. Puis c'est pour ça que tantôt, quand je parlais des données génomiques, tout ça du côté ADN environnemental, c'est bon, à l'Université Laval, on a quand même pas mal d'équipements là, au niveau informatique pour stocker des données. Là, présentement, là, on est à 200 Tera, là, mais tu sais, il y a une plateforme qui s'appelle Valeria, là, le support aux chercheurs, puis il y a de l'espace de stockage. Là. C'est que dans le fond, nous, on propose de stocker les données brutes, des fois les données processées aussi. C'est que dans le fond, au niveau de l'ADN environnemental, quand tu fais ton identification des espèces dans un site donné, tu es toujours dépendant de ce que la base de données que tu as interrogée contenait. Mais si dans 5 ans, la base de données s'est améliorée, puis tu avais encore des inconnus, mais c'est intéressant de pouvoir encore la réinterroger pour pouvoir identifier des espèces que tu n'avais pas été capable d'identifier. C'est pour ça que les données brutes sont quand même très importantes dans le cas là, de l'ADN environnemental. En tout cas, merci encore. Puis je voulais savoir aussi, ben, les outils que vous avez développés ou vous avez utilisés comme les cartes, est-ce que ça, c'est partageable, ça? Est-ce que c'est dans le domaine, mettons, on pourrait peut-être éventuellement penser à utiliser des outils comme ce que vous avez développé? Est-ce que c'est envisageable? Ben, veux-tu y aller, Maxence? Ou... Non, vas-y, Gabriel. En fait, d'un Ben, point de vue carrément outils, mais carrément là, au niveau librairie informatique ou peut-être que vous l'avez pris quelque part, mais on pourrait s'en reparler pour avoir un peu plus d'informations là-dessus, là. ouais, je pense que ça pourrait être ça parce que c'est relativement complexe, mais Ouais. essentiellement, tu travailles beaucoup avec des, du code en source libre là, aussi. Là. Mhm. OK. Tout est supporté par Python et disponible dans des clouds, dockerisés. Mhm. Donc, tu OK. sais, c'est comme complexe un peu, mais oui, en gros, l'idée, ils sont accessibles, disons, les interfaces d'utilisation sont accessibles sur le site de l'OGSL, donc c'est possible d'accéder aux différents outils de visualisation, dans un premier temps. Puis, dans nos collaborations avec d'autres gestionnaires de données, il y a cette idée-là de partager les outils qu'on Mhm. utilise dans une perspective justement d'adhérer de favoriser l'adoption de standards similaires pour éventuellement qu'on puisse faciliter les ponts d'interopération. Donc, il y a un intérêt fort à partager les outils à l'OGSL juste parce qu'on veut être dans la mouvance internationale collaborative là, qui existe actuellement. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup. Merci encore. Super intéressant. On va s'en reparler. Oui. Avec plaisir. Et je vois Michel Dehaye. Oui, bonjour. Alors, Michel, je suis du Cégep de Chicoutimi. Je suis responsable du bureau de la recherche. Alors, le bureau est pas mal constitué de moi-même et, et du gestionnaire qui m'accompagne. En même temps, moi, je joue un rôle de courroie avec notre CCTT, le Centre collégial de transfert technologique, le CGQ, qui est le Centre de géomatique du Québec. Je ne connais pas tout du CGQ, alors je ne sais, dans le sens que c'est quand même une entité autonome. Moi, mon rôle est vraiment à être en courroie avec nos enseignants là, au cégep, les programmes, tout ça. Mais n'empêche que je sais qu'en géomatique, on parle beaucoup de mégadonnées, de données de géolocalisation et je sais aussi que dans les travaux au niveau des ressources, un peu ressources naturelles, je sais que le CGQ avait travaillé aussi, je pense, c'était justement sur les rives du Saint-Laurent, mais je sais aussi qu'il y a des possibilités de travail au Saguenay. Fait que dans le fond, ma question est un petit peu euh, dans le sens que est-ce que le Saint-Laurent, on l'élargit au Saguenay? Est-ce qu'il y a des données? Est-ce que c'est des choses qui vous, qui vous intéressent par rapport à la région? Étant donné, peut-être, je sais pas, moi, je pense au Beluga ou autre. Il y a comme des fois les frontières, ça se traverse, là. Est-ce qu'on ouvre au Saguenay? Oui, je vois Oui. on a Tout PIN. à fait. Oui, Oui. oui, oui. Oui. Puis est-ce que vous Euh, êtes déjà en contact avec le CGQ? Comme je vous dis, moi, j'ai pas toute l'info là, pour ça.
Centre Pas, géométrique du Québec. Le Je Centre le de vois de... géométrie du Québec. on a parlé, ouais, c'est ça. Je suis pas tout à fait informé des relations qu'on a avec parce que je pense qu'elles sont pas très nombreuses, mais tu sais, dans le coin de Chicoutimi, par exemple, on est en Oui. contact avec la ZIP Saguenay-Charlevoix, l'UQAC, tu sais, dans le sens où il y a même Explo Nature, mais là, on est plus rendu dans Tadoussac, là, mais tu sais, je veux dire, OK. tout ce territoire-là, on le couvre, là, définitivement. OK. Puis, moi, je vais revenir, je vais certainement rendre compte là, de votre présentation au directeur scientifique du CGQ. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait vous contacter puis peut-être voir s'il y a des choses à mettre en commun. Parce qu'entre autres, moi, je suis en train de penser justement aux données de géolocalisation. Puis je sais aussi que le CGQ travaille tout l'aspect du jumeau numérique. Fait que, tu sais, toute l'interopérabilité des données, du territoire, tout ça, je pense que c'est important. Puis de ce que j'entends de vous, vous avez une belle expertise, vous avez développé des outils qui pourraient servir, puis qu'en bout de ligne, on pourrait juste additionner, non pas multiplier là, en silos. Oui, Fait oui, que, Avec plaisir. OK. Fait que merci. ouais. N'hésitez pas à nous écrire. Je ne sais pas si vous avez pu prendre nos courriels, là. Je peux les remettre dans le chat, là, mais tu sais, pour toutes les OK. personnes qui ont des besoins, qui ont Mhm. des idées de projet, ce genre de choses-là, tu sais, c'est sûr qu'on peut en discuter. Puis notre objectif, c'est vraiment créer un climat de collaboration entre les différentes équipes qui sont investies dans la recherche. Euh, Je, j'ai J'ai envie de... une question aussi pour vous. Oui. Oui, allez-y, répondez-moi, puis j'ai une autre question après. OK, parfait. Je voudrais juste répondre rapidement à la question dans le chat de Nadia parce que peut-être que ça OK. peut intéresser des gens puis qu'il y en a qui doivent quitter sur comment avoir accès à nos services. Eh bien, il y a beaucoup d'équipes de recherche qui ont déjà accès à nos services sans le savoir. Donc, ça, c'est une première chose. Puis sinon, ben, tant que c'est en lien avec le système Saint-Laurent, et là, je vous le dis, au niveau des disciplines, c'est extrêmement varié. On n'est pas, c'est pas un facteur limitant. Fait que la façon de faire, c'est de contacter le GSL. Donc, ça peut être aussi banal que via l'info.gsl.ca. Puis là, souvent, on va vous dire, ah ben, sachez que vous êtes déjà dans un programme de recherche, peu importe, là. Puis sinon, ben, on va entrer en contact, puis on va voir, ben, on va évaluer c'est quoi vos besoins, c'est quoi les jeux de données, c'est quoi le niveau de, d'intégration de données, où est-ce que vous êtes rendu, puis comment placer. Fait que je vous dirais que tous les jeux de données sont en lien avec le système Saint-Laurent sont accessibles. Et tant que l'idée derrière, c'est de les rendre accessibles au public. Il ne faut pas que ça soit de l'ordre du privé. Quoique il y a des nuances, là, on peut quand même mettre des choses en pré-production là, si c'est lié à un article qui va être, ou mettons, un dépôt de thèse de maîtrise là, qui devrait être publié sous peu, on peut jouer avec ça un petit peu, mais sinon, c'est facilement accessible. Puis ce qui va jouer au niveau du temps, en fait, c'est le temps qui va jouer. Est-ce que c'est quelque chose qui est urgent via un programme spécifique pour lequel on a eu du financement ou c'est un jeu de données où là, on doit prendre le temps de bien comme développer la relation et de mener jusqu'à la publication des jeux de données. Mais on a toute une équipe qui travaille là-dessus. On est rendu 18 à la GSL. Oui, Michel. Oui, encore une fois. Là, est-ce que j'ai bien compris que vos services sont gratuits ou j'ai mal compris, là? Alors, pour devenir membre de la GSL, il y a une possibilité d'adhésion. Puis, en fonction de la taille du projet, enfin, on s'entend la taille des jeux de données, il y a une sorte de convention qui peut s'établir. Tu sais, par exemple, quand on travaille avec le MPO, où on a des, des jeux de données, si vous cherchez SGDO du ministère de la Pêche et Océane sur notre catalogue de données, vous allez comprendre l'ampleur du projet. Donc, il y a des fonds qui sont associés à ça. Bien entendu. Donc, c'est en fonction de la taille du projet, là, principalement. Puis, comme je disais, il y a beaucoup d'équipes de recherche qui sont déjà intégrées dans tes programmes sans le savoir. Fait qu'à ce moment-là, ça devient gratuit parce que les services sont déjà payés par d'autres programmes. OK. Parce que ma deuxième question à cet effet, c'est à ce moment-là, quand on le sait en amont, on peut aussi demander à l'intérieur de la subvention un montant Ça, pour c'est collaborer avec l'idéal. vous. OK, Dans c'est les ça, hein? plans de gestion de données, oui, c'est un autre take-home message. Ah, maintenant, c'est une exigence dans tous les programmes de subvention, de financement. Vous avez à développer sur votre plan de gestion de données et vous pouvez le budgéter. Donc, c'est possible de budgéter dans le plan de gestion de données. Voici comment nous souhaitons procéder et les fonds que nous demandons dans la subvention pour financer un accès rapide et un accompagnement de l'OGSL. Donc, c'était pas là, les plans de gestion de données, il y a quelques années. Maintenant, ça l'est, Mm. puis c'est budgétable. Ça fait Ben, partie c'est ce des que dépenses j'avais vu. admissibles. ouais, OK, puis, c'est parfait. Ça répond. Oui. non, mais moi, je voulais juste ajouter par rapport à ça, pour être complémentaire à ce que Maxence a dit.
si vous ajoutez effectivement une partie financement dans vos demandes de subvention, pensez à conserver un salaire pour, de votre côté, Mhm. pouvoir être rémunéré pour contacter avec nous, tu sais, dans le sens où c'est pas juste pour payer notre service, parce que des fois, il est modeste, là, le coût. Ce qui est le plus cher chez l'organisation avec laquelle on travaille, c'est sa ressource humaine, bien souvent. Mm. À moins qu'on soit dans du méga développement, là, mais tu sais, ça, c'est un point auquel il faut penser aussi, là. Merci, très, très intéressant. Il y avait une question aussi sur l'intégration des données géospatiales, justement en termes d'erreurs. Ben, le grand validateur fait déjà une première analyse finalement de ces erreurs-là et les scientifiques de données vont des fois aller chercher l'information manquante. Bon, ben, les coordonnées géographiques qu'on a dans le jeu de données, sur quel système de projection elles ont été prises parce que ça peut avoir un gros impact sur la localisation des données par la suite. Fait que c'est vraiment à la fois essayer d'identifier visuellement ou avec nos outils où est-ce que les erreurs pourraient se retrouver et le travail d'experts et d'expertes finalement qui ont nos scientifiques de données d'aller retravailler ces informations-là. Et puis juste une petite note aussi, là, des fois on peut avoir l'impression dans les outils de visualisation des métadonnées qu'il peut avoir des erreurs, mais c'est qu'il faut considérer que, par exemple, on a des données où c'est des rapports de mission donc un seul document qui couvre une très grande superficie, par exemple tout le système Saint-Laurent jusque dans la baie des Chaleurs, par exemple. Et bien pour le point géographique associé au rapport, ben, ça va être un centroïde à l'intérieur d'un polygone. Donc, c'est pas parce que la mission a eu lieu de façon terrestre, c'est juste une façon de représenter le secteur géographique de ce rapport-là. Mais sinon, c'est un enjeu qui est récurrent, là, la vérification de la géolocalisation des données, mais c'est le travail au quotidien de notre équipe d'intégration de données. Ouais, je pourrais même donner un autre exemple de comment le grand validateur peut les identifier automatiquement, là. Une fonction qu'on pourrait s'imaginer, par exemple, c'est il existe des bases de données, notamment sur le World Register of Marine Species, qui vont établir l'emplacement géographique normal de certaines espèces, comment leur aire de répartition normale. Donc, le grand validateur pourrait, par exemple, prendre le nom de l'espèce qu'il a trouvé dans la base de données, le comparer aux coordonnées géographiques, appeler le service web, puis après, on pourrait avoir un retour comme quoi l'espèce en question n'aurait pas dû être vue dans cette aire de répartition-là. Donc, de notre côté, ce que ça nous permet, c'est d'aller vers le chercheur, par exemple, puis de lui demander est-ce que vous avez bel et bien vu l'espèce ou vous vous êtes trompé, dans le fond? Donc, tu sais, ça, c'est des façons où ben, le caractère géospatial de la donnée peut être utilisé pour des validations sur d'autres informations aussi, tu sais. Je pense que ça faisait le tour des questions dans le chat. Sur ça, je pense que tout le monde a sûrement très faim. Des 5, oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai faim d'ailleurs. Nadia, est-ce que ça complétait de votre Oui, côté? oui, c'était super intéressant. Merci énormément d'avoir participé à la Semaine des données à cœur. C'est vraiment très, très généreux de votre part. C'était Ben, super merci pour intéressant. l'invitation. Ouais, merci. Merci beaucoup. Ben, sur ce, Bon, bon ben, appétit tout le monde, puis à la Bon prochaine. appétit. Merci beaucoup. ah, Bye bye.